Voilà, donc on va continuer ce cours. Alors j'ai demandé à... S'il vous plaît, ça commence. Est-ce que vous pourriez vous installer et faire silence? Merci. Donc j'ai demandé à ce qu'on reprographie le cours. Vous aurez donc un polycopier, enfin c'est pas les slides, c'est pas les photocopies des slides, c'est un poly complet, un cours beaucoup plus détaillé en fait que ce qu'on présente, enfin ce que les slides présentent. Donc ça correspond en gros à l'information donnée dans les slides plus que ce que je dis. Et également un autre fascicule qui contient les sujets des TD. Donc les TD vont commencer dans 10 jours à peu près. Vous, normalement, je ne sais pas, on vous a déjà prévenu que c'était prêt? Non? On vous préviendra normalement quand c'est prêt, vous pourrez venir le chercher à la scolarité. Alors, on va continuer. Pour rappel, où on était resté la dernière fois, on avait étudié 4 exemples de systèmes dynamiques modélisés de différentes manières, qui avaient différentes propriétés. Et le dernier système qu'on avait modélisé était le plus compliqué. D'une part à cause du fait qu'il était non linéaire, donc il y avait une multiplication entre une sortie et une entrée à un endroit qui fait que ça introduit une non-linéarité, et d'autre part on introduisait dans ce dernier exemple, qui était celui de l'échangeur thermique, un retard, la notion de retard dans la mesure, qui est importante en automatique, et qui ne pose, elle, pas autant de problèmes que la non-linéarité. Alors voilà, on va passer maintenant aux propriétés. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est les systèmes à temps continu et les systèmes linéaires. Et on va voir les propriétés. Donc ici, on énonce le principe de superposition que vous connaissez peut-être sûrement, j'espère déjà, à travers l'électronique, des circuits linéaires forcément. Donc ce principe dit la chose suivante: soit Y1 et Y2 les réponses d'un système excitées séparément, d'une part par U1 et ensuite par U2, soit un scalaire alpha réel. Le système est dit linéaire si sa sortie vaut alpha Y1 plus Y2 en réponse à l'entrée alpha U1 plus U2. Donc il y a deux choses là-dedans. Il y a la notion que si on multiplie par un coefficient l'entrée, la sortie sera multipliée par le même coefficient. Voilà. Donc il y a une relation linéaire entre entrée et sortie. Et d'autre part, il y a ce principe de superposition. Donc la sortie liée à deux entrées en même temps, c'est l'addition des sorties séparées quand vous appliquez une entrée après l'autre. Voilà, c'est le principe de superposition qui est assez pratique pour calculer des sorties lorsqu'on a de multiples entrées. Alors, ensuite, notion d'invariance. Si Yt est la réponse d'un système à une entrée U de t, on dit que le système est invariant si une même commande appliquée à deux instants différents produit la même sortie aux instants considérés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous appliquez un signal d'une certaine forme à un instant 0, vous regardez la sortie, et ensuite vous attendez, je sais pas, 1 heure, vous appliquez exactement la même entrée, et puis vous regardez la sortie, si c'est la même, mais décalée d'1 heure évidemment, c'est que le système est invariant. Qu'est-ce que c'est un système variant? C'est par exemple un avion. Un avion, quand il fait un vol transatlantique, il décolle avec les réservoirs pleins au sol, avec une certaine pression atmosphérique. Au bout d'1 heure,
ou 2, enfin 1 heure, il est à l'altitude de 10 000 mètres, donc une pression nettement plus faible. Il a déjà consommé une partie du kérosène, donc il est plus léger. Donc une réponse, par exemple, à un échelon sur la gouverne de profondeur ne va pas provoquer du tout la même sortie au sol au décollage et au bout d'1 heure en croisière à 10 000 mètres. Ça, c'est un système qui varie dans le temps. Alors, ce n'est pas l'objet de ce cours. On va s'intéresser dans ce cours, on va commencer simple. Même si l'extension des techniques qu'on va vous apprendre au système variant n'est pas forcément très compliquée. Alors, principe de causalité. Important. Un signal f de t à temps continu est causal si sa sortie est nulle, quel que soit t strictement inférieur à 0. Alors pourquoi le 0 spécifiquement? Donc un signal causal, bon, la définition c'est très simple, c'est un signal qui est nul pour des temps négatifs. Alors il se trouve qu'en automatique, 0 c'est l'instant en général, enfin pour pas mal de définitions, c'est l'instant où on va appliquer le signal. Par exemple, si on veut exciter un signal identifié, on va mettre un créneau, un échelon qui va commencer à 0. Et donc, on va étudier les choses à régime d'équilibre, à condition initiale nulle. Donc on suppose que Y est initialement au repos, donc sa sortie est nulle, et puis on l'excite à partir de t égale 0. Alors logiquement, si ce système est physique, on aura du signal en sortie seulement après l'instant où on a appliqué le signal d'entrée. Il n'y a aucune raison à ce que Y soit différent de 0 pour des temps inférieurs à 0 parce qu'on n'a pas encore appliqué de signal d'entrée. Vu qu'on va modéliser dans ce cours des systèmes physiques réels, il n'y a aucune raison qu'il ne soit non causal, c'est-à-dire qu'il commence à réagir avant qu'on leur applique le signal d'entrée. Bon, ça c'est avec les mains la définition. Enfin, vous pouvez très bien retenir la définition mathématique. Un signal est dit causal si il est nul pour un t strictement négatif. Alors il y a la notion de causalité stricte et causalité, disons, non stricte. Si le signal est non nul à 0, il n'est pas strictement causal. Pour être strictement causal, il faut qu'il réagisse après le signal d'excitation. Il n'y a aucun système physique qui réagit instantanément, en même temps que vous lui appliquez le signal. Il y aura toujours un petit retard. Alors, en première approximation, souvent, il est naturel de considérer une réaction instantanée pour certains systèmes. Si par exemple le retard entre l'instant où vous mettez un signal et l'instant où vous mesurez est de l'ordre de la microseconde, est-ce que vous voulez asservir à une constante de temps de l'ordre de la seconde, vous pouvez considérer que cette microseconde de retard est nulle, et donc modéliser votre système en considérant qu'il est non strictement causal. Maintenant, en toute rigueur, si vous modélisez tous les phénomènes jusqu'à des phénomènes très très fugaces, même si ça ne correspond pas, disons, à votre besoin, à ce moment-là, vous trouverez toujours une causalité. Il y aura toujours un retard. Ça n'existe pas, un système qui réagit instantanément. Un système qui réagit instantanément, c'est un système qui a un spectre infini. Si on raisonne fréquentiellement, ça veut dire qu'il a un gain même pour des fréquences infinies. Et ça, évidemment, ça n'existe pas. Vous aurez toujours une fréquence à partir du moment où à partir de laquelle le système va commencer à atténuer. Alors j'insiste un peu là-dessus, parce que on va retrouver ces notions dans les modèles, et il va falloir être vigilant parce que et notamment savoir détecter si vous avez un modèle qui est non causal. Si vous avez un modèle qui est non causal à un moment, c'est que vous êtes trompé.
Donc quelque part, cette notion-là est un moyen de vérifier que vous avez calculé correctement. Si à un moment vous avez un modèle qui est non causal, c'est que voilà, il y a eu un problème quelque part. Alors tous les signaux et systèmes étudiés sont causaux. Linéarité, invariance des systèmes étudiés. Donc invariance, on avait vu. Les systèmes qu'on avait étudiés, par exemple, c'est la machine à courant continu. Donc je vous ai parlé, là c'est les exemples au travers de ces trois notions, hein, de linéarité, d'invariance et de retard. Par exemple, la machine à courant continu s'échauffe au cours de son fonctionnement. S'échauffe parce que vous avez des pertes joules dans la résistance d'un UI qui sont égales à R fois le courant au carré. Donc dès que vous mettez de la tension au bord du moteur, il commence à chauffer. Si une résistance chauffe, vous savez peut-être, lorsqu'une résistance chauffe, sa valeur augmente. Plus le matériau est chaud, plus sa résistance est importante. Donc un moteur à courant continu, en toute rigueur, si vous voulez le modéliser parfaitement, il faudrait tenir compte de cette variation au cours du temps, de cette résistance qui va changer la fonction de transfert en fonction du temps. Donc vous voyez, même un moteur à courant continu est variant, si on tient compte de ça. La linéarité, on avait fait des hypothèses. Hein. Alors, concernant la linéarité, je vous en avais déjà parlé, tout système, quel qu'il soit, est non linéaire. Vous trouverez toujours un effet non linéaire dans quelque système que ce soit. Ne serait-ce qu'un effet d'offset, par exemple. Dès que vous avez un ampli op qui a un offset, par exemple, ou qui a un gain qui n'est pas tout à fait linéaire, hein, vous avez des phénomènes non linéaires qui apparaissent. Mais dans la plupart des cas, on peut linéariser les systèmes, sans problème, et sans grandes approximations. Donc avec des approximations faibles, on peut considérer que la plupart des systèmes sont à peu près linéaires. Alors pour certains, il faut faire des hypothèses. Par exemple, pour la suspension, toute suspension a des frottements secs. Un frottement sec, c'est un frottement, qui fait une zone morte. C'est-à-dire, par exemple, ce poli là, il a un frottement sec par rapport au bureau, par rapport à la table. Moi, je vais appliquer une force là, j'applique déjà une force là, mais il ne bouge pas. J'applique une force un peu plus élevée, il ne bouge toujours pas. Bon, maintenant j'applique encore une force un peu plus élevée, hop, il commence à bouger. Donc il y a une zone dans la loi force appliquée sur le poli, sur son déplacement, vous avez une zone où ça reste à zéro et tout d'un coup, la vitesse augmente. Ça, c'est une non-linéarité, hein, quand vous avez une rupture comme ça. Ces frottements secs, vous les avez systématiquement. Vous pouvez avoir les guidages les plus fluides possibles, les mieux lubrifiés, hein, ont toujours un frottement sec. Alors il se trouve que dans une suspension, c'est quand même assez bien fait pour que ce frottement sec soit négligeable, à moins que votre voiture soit vraiment hors d'âge, et dans ce cas-là, bon, effectivement, ça peut être non négligeable. Mais pour une voiture normale, on va dire que ces frottements secs sont négligeables et on les néglige. D'autre part, vous avez vu que pour l'exemple du niveau de liquide, là, de l'asservissement de la hauteur du liquide dans une cuve, on avait une loi de d'écoulement, de débit, en fonction de la hauteur du liquide qui n'était pas linéaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas un débit qui augmente linéairement avec la hauteur. Donc qui dit hauteur plus grande de liquide, dit pression plus importante. Donc on se dit, bon, normalement ça devrait... Bon, le sens de variation devrait être le même, mais il se trouve que ça ne varie pas linéairement pour des questions de changement de mode d'écoulement. Vous avez des modes d'écoulement turbulents, hein, qui tout d'un coup font des artefacts dans la courbe dans cette courbe. Hein. Alors ce qu'on avait fait, alors cette courbe elle était un peu en forme de parabole comme ça, et il se trouve qu'on travaillait autour d'un point de fonctionnement.
autour d'un H0. Et là, si on travaille autour d'un point, d'une courbe assez lisse, on peut très bien se dire, on peut très bien linéariser le fonctionnement du système et dire que le gain, à cet endroit-là, c'est la dérivée de la courbe. C'est ce qu'on avait fait. On avait linéarisé, là, explicitement, quelque chose qui était non linéaire. Ça, c'est quelque chose de courant, hein. Quand un système asservi travaille autour d'un point, et que cette zone est assez petite par rapport à une courbe, disons, qui est non linéaire, on peut dériver, on peut calculer la tangente à cet endroit-là et linéariser autour de ce point de fonctionnement. Bon, l'échangeur thermique, il est non linéaire. Bon, alors après, il y a moyen de linéariser également l'échangeur thermique. Ce qu'on peut faire, c'est prémultiplier le système par quelque chose qui compense la non-linéarité. Ça, c'est des techniques de découplage non linéaire, hein, c'est-à-dire qu'on va inverser le modèle non linéaire et puis le produit des deux, ça va faire quelque chose de linéaire. Typiquement, hein, si vous avez par exemple une loi parabolique comme ça, vous pouvez très bien, par l'ordinateur, dans l'ordinateur, la compenser, la corriger. Hein, faire une loi qui va rendre linéaire, hein, l'entrée et la sortie, évidemment avec un précalcul dans un ordinateur par exemple. Donc c'est des choses qui ne sont pas vraiment faisables en analogique quand vous avez des composants électroniques, ou alors difficilement. Alors le retard, il n'a pas d'influence sur la linéarité et sur l'invariance. Un système à retard est linéaire, hein, donc le principe de linéarité, le principe de superposition s'applique au système à retard, et l'invariance aussi. Ça n'a aucune influence. Par contre, le retard est très pénalisant pour un asservissement, comme on va le voir un peu plus tard dans ce cours. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas le négliger. Bon, maintenant qu'on a un peu vu le contexte dans lequel on va travailler, il va falloir faire un modèle. Hein. C'est l'objectif de cette partie 1, donc modélisation. Il faut nous donner des outils mathématiques pour représenter correctement ces systèmes et pour les représenter de manière la plus pratique possible en fonction de l'objectif. L'objectif, je vous le rappelle, c'est la synthèse de ce que j'ai appelé un correcteur. C'était ce fameux gain là dans l'exemple de la voiture. Alors on va voir deux façons de modéliser, la façon fréquentielle et la façon temporelle. Donc on va dans ce cours juxtaposer deux techniques de modélisation classiques en automatique, la représentation d'état et la fonction transfert. Certains d'entre vous ont peut-être déjà vu les fonctions transfert, les représentations d'état peut-être moins, mais sachez que c'est un outil qui est utilisé, disons, couramment dans l'automatique moderne. Bon, alors on a vu que tout système peut se modéliser, dans nos 4 exemples, hein, la première partie de la modélisation consistait à écrire les équations différentielles du système. Alors un système à temps continu linéaire et invariant sans retard est décrit par une équation différentielle linéaire à coefficient constant. Propriété. Donc on a cette forme-là, hein, d'équation différentielle. Vous avez une combinaison linéaire d'un côté des dérivés IM de la sortie, avec des coefficients AI à chaque fois. Hein. Alors cette combinaison linéaire commence à C, C est un entier, hein, et C n'est pas forcément égal à 0. Donc on n'a pas forcément de dérivée nulle, donc de valeur de la sortie, hein, dans ce premier membre. Et ça c'est égal à une combinaison linéaire des dérivés IM de l'entrée. Pondéré à chaque fois par des BI. Donc AI et BI, c'est les coefficients de ces combinaisons linéaires, ils appartiennent à R, c'est les réels. Les bornes, ces coefficients sont non nuls, hein. En tout cas au niveau des bornes.
C'est-à-dire pour le début AC et pour la fin AN, pour le début B0 et pour la fin BM, ces coefficients sont non nuls. Sinon, on fait commencer plus loin, hein, ou on arrête plus tôt, évidemment. Bon, c'est un peu évident. N et M, c'est des entiers. M inférieur ou égal à N pour un système causal. Si le système est strictement causal, on a M strictement inférieur à N. Donc cette notion de causalité, vous la retrouvez sur le nombre de dérivées respectives de l'entrée et de la sortie. Si vous avez autant de dérivées de l'entrée que de dérivées de sortie, enfin, si vous dérivez autant de fois, l'entrée que la sortie, à ce moment-là, le système est non strictement causal. Et si vous dérivez moins de fois l'entrée que la sortie, dans ce cas-là, le système est strictement causal. N est appelé l'ordre du système. N, c'est le nombre de fois que vous dérivez la sortie. Ça, c'est important. Alors, l'ordre, c'est la complexité du système. Hein. Plus vous avez des dérivés énièmes de la sortie, plus complexe sera la réponse. Et donc, plus complexe aussi sera le système sous-jacent. Hein. Donc, c'est normal, si vous avez ces entiers n et m qui augmentent, pour décrire le système, vous aurez plus de coefficients. Hein, vous aurez plus de AI et plus de BI. Plus vous avez de coefficients pour décrire un système, plus ça veut dire qu'il est compliqué. Plus il y a de variables internes, plus il y a de paramètres internes. Et vous avez une relation directe entre donc cet ordre et la complexité intrinsèque du système. Et il vous faut des conditions initiales également pour déterminer la sortie. Pour calculer y de t, il faut n conditions initiales pour y, donc y de 0, y point de 0, y point de 0, etc. Et idem, m conditions initiales pour u, pour trouver l'expression de la sortie en fonction de t. Alors, exemple avec le moteur à courant continu. En entrée, on a la tension d'induit. En sortie, on a la vitesse de rotation du rotor. On avait établi une équation différentielle qui modélise le comportement de ce moteur avec donc au second membre U pondéré par un coefficient K sur Lj et au premier membre une combinaison linéaire des dérivés Im, alors I variant de 0 jusqu'à 2 dans ce cas-là, de la sortie. Donc là, le système est d'ordre 2. Une qui suit. Et les coefficients, donc, voilà, ils sont là. Hein. C'est des coefficients qu'on suppose constants parce qu'on fait l'approximation dans ce cours d'un système invariant. Ils dépendent des paramètres physiques du système. Donc vous voyez, bon, c'est un système d'ordre 2, un moteur. Enfin, sa complexité est d'ordre 2. Système d'ordre 2, C est égal à 0, c'est-à-dire qu'on a une dérivée zéroïème de la sortie. Donc on a la sortie qui intervient directement, ici. Donc sa classe, ce C, c'est la classe du système. Alors j'anticipe sur la suite, pour ceux peut-être aussi qui ont déjà vu des notions d'automatique, hein, la classe du système, c'est aussi le nombre d'intégrateurs qu'il y a dans le système. Mais ça, c'est seulement ceux qui ont déjà vu l'autom avant qui peuvent comprendre à ce niveau-là ce que ça veut dire. Voilà, la classe c'est important. Hein. Ça va être important pour le réglage du correcteur. Pour trouver la sortie en fonction de l'entrée, il nous faut deux conditions initiales. Sur la vitesse, il nous faut l'accélération à t égale 0, donc la dérivée de la vitesse, et également la vitesse à t égale 0. Alors, maintenant,
ça, c'est la façon, disons, générique de représenter un système linéaire invariant sans retard avec des équations différentielles. On va d'abord voir la modélisation temporelle, parce qu'une équation différentielle, c'est temporel. C'est des dérivés par rapport à t. C'est des dérivés temporels de la sortie et de l'entrée. Donc la première façon naturelle de représenter un système, c'est sa représentation temporelle, c'est-à-dire mettre ces équations différentielles sous une forme normalisée. La représentation d'état d'un système linéaire invariant sans retard, c'est une normalisation des équations différentielles sous-jacentes. Alors comment on fait, hein? Et il se trouve qu'on peut représenter toute équation différentielle linéaire d'un système linéaire et invariant par une forme unique. Cette forme unique, elle est donnée là. Vous avez deux équations. Ces équations sont matricielles. La première équation, c'est une équation différentielle d'ordre 1. Mais c'est une équation différentielle d'ordre 1 vectorielle. Avec x, un vecteur, x est appelé le vecteur d'état. X contient des grandeurs qui représentent l'état du système. C'est pour ça qu'on parle de représentation d'état. Donc vous voyez, ce qu'on veut, c'est partir de la forme générale des équadifs qui définissent un système et arriver, pour le représenter, à une équation différentielle vectorielle, mais d'ordre 1. Donc on a simplifié. On n'a plus qu'une seule dérivée. Première simplification. Bon, vous me direz, on a un peu complexifié parce que du coup, on devient vectoriel au lieu de scalaire. Mais ce n'est pas vraiment très problématique. Donc, cette première équation d'état dit la chose suivante. La dérivée de ce vecteur d'état par rapport à t est égale à une matrice A fois cet état plus une matrice B fois l'entrée. Dans le cas mono-entrée, mono-sortie, x est de dimension, un vecteur de dimension n. Vous avez n états, n étant l'ordre du système. Donc vous voyez, là on retrouve cette notion d'ordre qui traduit la notion de complexité qui est vraiment liée à la notion de complexité d'un système. Les états d'un système décrivent complètement le système. Plus vous avez d'états, plus l'ordre augmente. Donc x c'est un vecteur de dimension n. A c'est une matrice n fois n carré. B c'est un vecteur n fois 1 dans le cas monovariable et u c'est un scalaire. On n'a qu'une seule entrée. Donc u c'est pas un vecteur, c'est un scalaire. Ça c'est l'équation d'état. Et ce qui nous intéresse, c'est pas vraiment les états, parce que les états ça peut très bien être interne au système. Ça peut très bien être quelque chose dont on n'a pas besoin. Par exemple, pour un moteur à courant continu, ça pourrait être le courant, par exemple, qui circule dans le circuit d'induit, et ça pourrait être la tension aux bornes d'un des composants, par exemple. La résistance d'induit. Mais ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut la vitesse. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les états doivent représenter complètement l'état du système, hein, c'est-à-dire qu'à partir des états, on peut remonter à toutes les sorties qu'on veut. Et l'équation de sortie dit qu'il existe une combinaison linéaire des états qui permettent de générer toutes les sorties qu'on veut. Il suffit de changer les coefficients de C. C est un vecteur ligne de dimension n qu'on multiplie par le vecteur colonne des états. Vecteur ligne fois vecteur colonne, ça fait donc une combinaison linéaire des coefficients dans C constant fois les états, et ça donne la sortie. Ça, c'est lorsqu'il n'y a pas de transfert direct entre l'entrée et la sortie. Si vous avez un transfert direct entre l'entrée et la sortie, c'est-à-dire si la sortie réagit instantanément à une entrée, à ce moment-là, comme je vous l'ai déjà dit, le système est non strictement causal, c'est-à-dire qu'on a fait une approximation quelque part qui dit qu'il est infiniment rapide.
Et dans ce cas-là, le D est non nul. D, c'est le transfert direct entre U, l'entrée, et la sortie. Et dans le cas monovariable, D est un scalaire. Pourquoi? Parce que U, monovariable, c'est un scalaire. Y, monovariable, monosortie, c'est un scalaire. Donc D est forcément un scalaire. Bon, là c'est la première couche. Hein. Je vois des yeux, je vois des yeux ébahis, d'autres qui ont décroché, des troisièmes qui dorment. Donc on va passer plusieurs couches. Hein. Ne vous souciez pas. C'est normal si là ça vous paraît un peu abstrait. Mais on va tout faire pour que ça devienne le plus concret possible. Donc on a deux équations dans la représentation d'état. L'équation d'état, ou l'équation d'évolution de l'état en fonction du temps, qui est une équation différentielle d'ordre 1. Et l'équation de sortie dit aussi de mesure qui permet, à partir des états, de remonter à la sortie qu'on veut. Alors ça, c'est en fonction de l'application. Hein. Parfois, vous voulez, par exemple, pour un moteur, asservir le courant. Donc dans ce cas-là, le I, ça sera le courant. Si vous voulez asservir la vitesse, le I, ça va être, avec d'autres coefficients dans C, ça va être la vitesse. Mais ça restera le même X. Hein, c'est-à-dire qu'avec le même X état d'un moteur à courant continu, vous pouvez, avec d'autres coefficients, remonter soit au courant, soit à la vitesse, soit à la position, soit n'importe quoi. Bon, alors ça, j'en ai déjà parlé. Donc X, le vecteur d'état de dimension n par 1. A, B, C, D, des matrices constantes, avec A, matrice n fois n, B, une matrice n fois 1, enfin un vecteur dans le cas monovariable, C, un vecteur 1 fois n, et D, un scalaire. Alors ce qui est sympathique, ce qui est pratique, pas forcément sympathique, c'est que cette représentation d'état est généralisable au système multivariable, sans aucune difficulté. C'est la même, c'est juste les dimensions qui vont changer. Imaginez que vous ayez un système avec M entrées, K entrées et L sorties. Dans ce cas-là, très facilement, donc le A aura toujours la même dimension, n par n. Le B, sachant qu'on a K entrées, aura, au lieu d'avoir une dimension n fois 1, il aura une dimension n fois k. Le y qui a une dimension l pourra être exprimé grâce à un c qui, au lieu d'avoir une dimension 1 fois n, aura une dimension l fois n. Et sachant que u a une dimension k, le d devra avoir une dimension l fois k. Hein. Donc vous voyez, il y a moyen de très facilement généraliser cette représentation d'état au système multivariable. D'ailleurs, c'était l'objectif premier des gens qui ont imaginé cette représentation d'état, parce que historiquement, c'est pas celle-là qui est apparue en premier. Historiquement, c'était la représentation fréquentielle, c'est celle qu'on va voir après. Voilà, bon, j'en ai parlé, ça aussi. Pour obtenir x de t, donc l'évolution de l'état en fonction du temps, grâce à la première équation différentielle, puis l'évolution de la sortie en fonction du temps, il faut les conditions initiales sur x, hein, donc il faut des valeurs de x à un certain temps t0. Bon, on va appliquer ça maintenant à notre machine à courant continu, avec toujours comme entrée U et comme sortie oméga. On va définir des variables d'état indépendantes, oméga et I. Donc notre vecteur d'état x sera un vecteur colonne constitué de x1 et x2, donc constitué des grandeurs oméga, la vitesse du rotor, et I. Ça définit l'état de la machine. Si on est capable de définir l'évolution temporelle de ces deux grandeurs, on est capable de
mesurer n'importe quelle sortie de cette machine. Alors il faut réécrire les équations pour que ça rentre dans le canevas de la représentation d'état. Alors ce qu'on sait, c'est qu'on peut y arriver de toute façon. Ça, c'est sûr. Bon, après, il faut se débrouiller pour écrire des équations différentielles d'ordre 1 sur les états. Et comme ça, on pourra les superposer. D'abord, vous les écrivez de manière scalaire. Ensuite, vous pouvez les superposer. Et puis, vous pouvez ensuite les écrire de manière vectorielle. Et puis, définir ce que vaut A, B pour l'équation d'état. Alors, il faut reprendre donc les équations de début de cette machine à courant continu. Je vous rappelle l'équation électrique dans laquelle on a injecté l'expression de la force contre-électromotrice. C'était RI plus L dI sur dt. R et L, c'est les résistances et inductances de l'induit, plus la force contre-électromotrice qui est proportionnelle à la vitesse de rotation, donc K fois oméga, est égale à la tension aux bornes de l'induit. Et une équation mécanique qui est aussi du premier ordre. Donc là, on voit naturellement apparaître les deux équations d'état du premier ordre. Le couple moteur proportionnel au courant d'induit K fois I moins les frottements visqueux F fois oméga est égal à J, le moment d'inertie du rotor, fois l'accélération angulaire, d oméga sur dt. Donc là, vous avez deux équations du premier ordre. Il suffit de les mettre maintenant sous forme matricielle. Pour ça, on réécrit ça comme ça, donc avec le x1 et le x2 qu'on a défini. Donc x2 c'est i, x1 c'est oméga, donc on a rx2 plus l dx2 sur dt plus kx1 est égal à u, et kx2 moins fx1 est égal à g dx1 sur dt. Maintenant on réagence tout ça de manière à voir clairement apparaître les deux lignes de l'équation d'état. Non, on ne le fait pas, mais bon, je peux vous le dire. Donc, L dx2 sur dt, donc dx2 sur dt, non, on va d'abord commencer par la première ligne. Donc, dx1 sur dt, vous mettez ça à gauche. À gauche, vous avez la dérivée du vecteur d'état. Donc, il faut qu'il n'y ait plus que ça. Donc, pour cette deuxième équation, vous avez dx1 sur dt à gauche égale combinaison linéaire des états plus u. Alors, combinaison linéaire des états, ici il n'y a pas de U, donc le coefficient pour le U il va être nul, et vous avez effectivement une combinaison linéaire des états. Alors il faut diviser par J, parce qu'il ne doit y avoir que la dérivée de l'état à gauche, égale donc K moins F sur J x1 plus K sur J x2. Alors vous retrouvez ça ici sous forme matricielle. La dérivée par rapport à t de x1 est égale à moins F sur J fois x1 plus K sur J fois x2, plus 0 fois U, ça c'est la première ligne, c'est la première équation d'état. Équation différentielle du premier ordre. Concernant la dérivée du premier état, qui est la vitesse. Deuxième ligne, c'est avec cette équation qu'on l'obtient. Il faut isoler dx2 sur dt. Pour ça, il faut diviser tout par L. Il faut tout ramener de l'autre côté et diviser par L. Donc dx2 sur dt est égal à K sur L fois x moins K sur L fois x1, moins R sur L fois x2, plus U. Moins K sur L fois x1, moins R sur L fois x2, plus U sur L, parce qu'on a tout divisé par L. Plus 1 sur L fois U. Voilà, donc on écrit ces deux équations, on met ensuite sous forme matricielle, et on obtient l'équation d'état. Puis, il nous faut générer la sortie à partir de ces états. Alors là, c'est très simple. L'un des états, c'est directement la sortie. Donc pour prélever dans l'état, dans le vecteur d'état, le x1, il suffit de multiplier par une matrice 1, 0. Donc y est égal à x1. Alors ici, il n'y a pas de transfert direct. C'est-à-dire que ce moteur, enfin c'est normal, si vous lui mettez une tension à ses bornes, c'est pas possible qu'il ait une vitesse non nulle à t égale 0. Il ne peut pas réagir instantanément, il a une certaine inertie, à moins d'avoir une puissance infinie, vous ne pouvez pas avoir une vitesse non nulle au moment où vous mettez la tension. Pas possible. Donc il n'y a pas de transfert direct.
Le D, le scalaire D, est nul. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut choisir d'autres représentations d'état. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a une infinité. Par exemple, on peut choisir ces deux autres états-là. Au lieu d'avoir l'intensité et la vitesse de rotation, on pourrait très bien avoir la vitesse de rotation et l'accélération angulaire. Ça représente aussi l'état de la machine, complètement. Mais il faut qu'on en ait deux. Hein. Un système d'ordre 2, vous ne pourrez jamais, enfin s'il est vraiment d'ordre 2, vous ne pourrez jamais le modéliser complètement avec un seul état. Vous pouvez le modéliser avec 3 états. Mais dans ce cas-là, il y a une combinaison linéaire entre les 3 états. Donc il y a redondance d'informations dans les états. Bon, là on est aussi d'ordre 2, hein, et ça marche aussi. On peut très bien l'écrire sous cette forme-là, avec ces deux états-là. On va le voir comment. Pour ça, on utilise une forme qu'on avait déjà établie. Hein, c'était la forme de l'équation différentielle d'ordre 2 entre l'entrée et la sortie. Vous voyez que, sachant que x2 c'est la dérivée de x1, finalement, la dérivée de x2 c'est la dérivée d'ordre 2 de x1. Hein. Donc on peut écrire que là avant on avait d au carré oméga sur dt carré, bah, c'est égal à la dérivée de x2 par rapport à t qui est égale à la dérivée seconde de oméga par rapport à t. Okay, plus le coefficient là fois x2, donc qui était l'accélération, plus ce coefficient là fois la vitesse est égal à ce coefficient là fois l'entrée. Ici, on se retrouve avec une équadif d'ordre 1. On peut très bien isoler le dx2 sur dt à gauche est égal à une combinaison linéaire des états à droite. Donc les coefficients c'est moins ça, avec voilà, c'est les coefficients donc qui pondèrent x1, x2, et plus un coefficient fois l'entrée. Voilà, il est là, le coefficient fois l'entrée. La deuxième équation d'état, elle est ultra simple. C'est celle qui relie les deux états entre eux. Vous avez à gauche la dérivée de x1 par rapport à dt, et à droite, juste, pas de u, pas de x1, juste x2. Mais c'est une équation d'état. Vous mettez ça sous forme matricielle, et vous obtenez ça. Alors il nous faut encore générer la sortie. La sortie c'est toujours la même, c'est oméga. Et là aussi c'est très simple, parce qu'un des états c'est directement la valeur de sortie, c'est oméga. Donc pour extraire oméga des états, pour le sortir, ben, on multiplie par un c qui vaut 1, 0. Et il n'y a toujours pas de transfert direct. Il n'y a aucune raison qu'il y en ait. C'est compris ? N'hésitez pas à m'interrompre. Parce qu'on va passer maintenant à la deuxième représentation, qui est la représentation fréquentielle. Et ça va nous donner ce qu'on appelle des fonctions transfert. Pour ça, il faut introduire la transfo de Laplace. Alors, la transfo de Laplace, c'est pratiquement la transfo de Fourier. Hein. C'est un changement de variable près, la transfo de Fourier. Donc, c'est une transformation fréquentielle. Vous avez aussi les bornes d'intégration qui changent. Donc, c'est normal que ça soit une transformation fréquentielle. Lorsque vous passez un système temporel, vous le faites passer par la transfo de Laplace, vous le transformez avec la transfo de Laplace, vous obtenez une représentation fréquentielle du système. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Bon, vous avez déjà en électronique, ou peut-être vous avez déjà vu le filtrage, vous avez vu le filtrage analogique. Hein, donc pour le filtrage analogique, représenter un filtre fréquentiellement, c'est quand même beaucoup plus pratique que de le représenter temporellement. Hein. Savoir exactement comment il transforme les fréquences, c'est particulièrement intéressant vu la problématique.
Alors il se trouve que là, on va avoir d'autres avantages à faire ça. Hein. On va utiliser les aspects fréquentiels, c'est-à-dire on va raisonner sur les caractéristiques fréquentielles des systèmes, parce que c'est très intéressant. Et on va avoir des outils qui vont nous permettre de dire, en boucle fermée, on aura telle et telle bande passante pour le système, avec une représentation de type diagramme de Bode, que vous avez peut-être déjà vu, je pense qu'on l'utilise aussi en électronique, hein. Donc, qui sont des représentations fréquentielles qui vont nous permettre de synthétiser des correcteurs avec des raisonnements fréquentiels. Et puis, autre avantage, on va se rendre compte que les équations différentielles, lorsqu'elles sont passées par la moulinette de la transfo de Laplace, deviennent extrêmement simples. Au lieu d'avoir des dérivées énièmes des entrées et des sorties, on va se retrouver avec des polynômes, des fractions polynomiales, des fractions de polynômes de S, de la variable S qui est la variable de Laplace. Une dérivée va se transformer en une multiplication par S, une dérivée seconde en une multiplication par S carré. C'est beaucoup plus facile à manipuler que les équations différentielles. On va travailler avec tout ça, avec ces polynômes, hein. On va les transformer, faire tout le calcul qui nous intéresse dans l'espace fréquentiel, où c'est beaucoup plus simple. On travaille avec des polynômes, et ensuite, une fois qu'on a fini, qu'on a isolé la transfo de Laplace du signal qui nous intéresse, typiquement la sortie, on revient en temporel par la transfo de Laplace inverse. Et pour faire ça, c'est aussi très simple. On a des techniques relativement simples qui sont basées sur des transfos usuels. C'est-à-dire, vous aurez des tableaux qui vous donneront, pour certaines formes de transfo de Laplace, la correspondance temporelle. Donc vous ne serez pas obligé de refaire à chaque fois le calcul explicite de la transfo de Laplace qui, lui, est compliqué et qui, s'il fallait le faire à chaque fois, annulerait complètement l'avantage de travailler avec des polynômes au lieu de travailler avec des dérivés. Mais le fait qu'on puisse, comme ça, avoir des tableaux transformés fait que finalement, ça simplifie énormément la vie. Bon, le problème de la transfo de Laplace, c'est que c'est plus compliqué de l'utiliser en multivariable. C'est pour ça qu'on a imaginé la représentation d'état. En multivariable, vous avez des matrices de fonctions transfert, ça devient un peu compliqué, même très compliqué. Donc la fonction transfert, la représentation fréquentielle qu'on va voir là, est adaptée au cas monovariable. Ça tombe bien, c'est le cadre de ce cours. Et c'est aussi le cadre d'énormément d'applications industrielles. Hein. Finalement, assez peu qui sont multivariables. Alors, revenons à la définition de la transfo de Laplace. Soit f de t, un signal à temps continu prenant la valeur f de t à l'instant t. La transfo de Laplace de f de t est définie par f de s. Alors, détail de notation. Dans tout ce cours, toutes les minuscules, donc petit f, sont des grandeurs temporelles. Toutes les majuscules, grand F ici, sont l'équivalent fréquentiel de la minuscule. On essayera autant que faire se peut de respecter cette convention dans tout ce cours, hein, pour bien clairement séparer ce qui est fréquentiel de ce qui est temporel. Donc, la transfo de Laplace de petit f de t, ça devient grand F de S. S, c'est la variable de Laplace. Vous avez peut-être déjà vu une variable de Laplace qui s'appelait P. Alors, P, c'est la façon française de noter la variable de Laplace. Au niveau international, on appelle ça S. Hein, donc, pour éviter d'être franco-français, j'utilise la représentation communément admise au niveau international. Est égal à L, grand L, entre accolades de f de t, donc ça c'est comme ça qu'on note l'opérateur transfo de Laplace, et si on explicite, ça fait l'intégrale de 0 à plus l'infini de f de t exponentielle de moins st dt. Voilà. Et S est complexe. S est un complexe, ρ plus j oméga. La transfo de Laplace est généralement définie sur
sur un sous-ensemble, dans un sous-ensemble du plan complexe. Et en général, c'est défini sur un demi-plan complexe ρ0. Donc c'est séparé par une verticale dans le plan complexe, une verticale à ρ0 jusqu'à plus l'infini. La valeur ρ0 définit la limite de convergence et appelée aussi abscisse de convergence de la transformée. Bon, alors cette histoire d'abscisse de convergence, on va le faire une fois. Après, dans tout le reste du cours, on va supposer qu'il y a un ρ0 de telle manière que f de s existe. Il se trouve que pour tous les signaux qu'on va étudier, ce ρ0 existe, c'est-à-dire qu'il y a un domaine de convergence. Et on ne va plus du tout s'occuper du domaine de convergence, parce que ça ne sert à rien. Bon, c'est juste pour se rassurer que ça existe, on va le faire une fois. Pour un signal, on va déterminer cette abscisse de convergence, et on va supposer dans la suite qu'elle existe pour tous les autres signaux qu'on va traiter dans ce cours. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là, ce côté-là? Ouais, toi là-haut, juste tout en haut là. Oui? Non mais je sais pas, ça fait un moment que je te vois regarder par là. Il y avait quoi là? Pardon? Ouais. Mais les slides, ils sont là. Hein. Donc si tu regardes là, je sais pas pourquoi tu viens, quoi. Ou alors c'est juste pour la bande son. La vidéo plus le son, en général, c'est mieux. Hein. Enfin, en tout cas pour ce cours. Bon, alors, j'en étais à l'abscisse de convergence, donc je vous ai dit, on va le faire une fois, et après, on oublie. On va vous donner aussi dans le cours, là, des tables de transformés. Ces tables de transformés sont des précalculs des transfos de Laplace de signaux usuels. Par exemple, la transfo de Laplace du Dirac, c'est 1. Alors là, vous retrouvez aussi les aspects fréquentiels. Vous vous rappelez peut-être, enfin je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, la transfo de Fourier d'un Dirac, c'est quoi? Au niveau spectre, ça quoi comme spectre, un Dirac? Dirac, je vous rappelle, c'est une impulsion à 0, juste ça. Donc au niveau sonore, c'est un coup de feu. D'accord? Au niveau spectre, ça fait quoi ça? Si vous faites péter un pétard, vous l'enregistrez, vous faites passer ensuite le signal électrique dans un analyseur FFT, ça vous donne quoi? Pas d'idée? Bon, je vais vous le dire, ça vous donne un bruit blanc. Ça, c'est un bruit blanc, c'est un bruit qui n'est pas coloré au niveau des fréquences, c'est-à-dire il n'y a pas de... C'est comme l'orage, hein, c'est un bruit comme un souffle, hein, une radio qui est mal tunée sur le poste émetteur, ça fait une espèce de souffle comme ça, et ça c'est le bruit blanc. Hein, et un pétard, c'est pareil, hein, si vous l'enregistrez, ponctuellement lors de l'explosion, hein, vous aurez du bruit blanc. Et là, vous voyez, le Dirac, par la transfo de Laplace, ça fait 1 à toutes les fréquences. Son spectre, ça fait un 1, quelle que soit la fréquence. Et donc, ça, c'est ce qui s'appelle un bruit blanc. Il n'y a aucune fréquence qui sort. Hein, elles sont toutes égales. Vous avez représentation de toutes les fréquences de la même manière, jusqu'à l'infini. Si le Dirac est parfait. Ce qui n'existe pas, donc ça ne va jamais jusqu'à l'infini. Alors U de t, dans ce cours, alors delta de t, donc c'est le symbole du Dirac dans ce cours. U de t, c'est le symbole alors là, c'est une exception, c'est pas une minuscule, hein, mais c'est écrit sous forme un peu calligraphiée. Ce U de t calligraphié, là, c'est l'échelon indiciel dans ce cours. Et la transfo de Laplace d'un échelon indiciel, c'est 1 sur S. Alors comment donc trouver ces transfos de Laplace? Vous avez la solution, si ça existe dans la table, alors dans la table de transformés vous n'aurez pas tout, hein,
Si jamais la transfo de la place que vous avez à calculer ne se trouve pas dans les tables de transformés, vous avez la possibilité d'utiliser la formule, mais ça c'est pas très... En général, il vaut mieux éviter, parce que ce qu'on peut faire, ce qu'on peut toujours faire, c'est non, on peut pas toujours le faire. Non, dans certains cas, on peut appliquer les règles de linéarité, hein, souvent, mais c'est pas toujours le cas. Souvent, la fonction est une combinaison linéaire des fonctions que vous trouvez dans la table de transformés. Vous pouvez appliquer les règles de linéarité, alors ça c'est une propriété que je vais donner par après, hein, de la transfo de Laplace. Donc pratiquement tout le temps, vous pouvez utiliser les tables de transformés. Parfois, exceptionnellement, éventuellement, il faut le recalculer quand on a vraiment des choses exotiques. Bon, alors on va faire un exemple de calcul de transfo de Laplace. Et on va prendre un signal, le signal le plus répandu en automatique, c'est le premier ordre. Alors pourquoi on a multiplié ça par U de t, à votre avis? Pourquoi? Voilà, exactement. C'est pour rendre le signal causal. Hein, sinon, il aurait une valeur non nulle pour t strictement inférieur à 0. Si on avait juste mis f de t était exponentielle de moins at, et du coup, il n'aurait pas été causal. Donc, c'est juste pour forcer la causalité qu'on multiplie par u de t. Et c'est une exponentielle décroissante. Hein, donc, c'est un signal qui fait... à 0, il va aller à 1. Et il va décroître comme ça vers 0 avec une constante de temps a. Donc plus a est grand, plus ça va décroître vite vers 0. On va donc appliquer la définition de la transfo de Laplace. F de S est égal à la somme de 0 à l'infini de exponentielle de moins t, donc de notre signal temporel, fois exponentielle de moins st, donc ça c'est la définition de la transfo de Laplace, dt. On explicite le S, on sépare la partie réelle de la partie imaginaire, donc ça donne exponentielle de moins t, exponentielle de moins ρ plus j oméga t. On isole la partie réelle de la partie, on sépare la partie réelle et la partie imaginaire, donc vous avez le premier terme exponentielle de valeur réelle fois t, et là exponentielle de partie imaginaire fois t. Alors maintenant on va raisonner sur la convergence. On va le faire une fois ce calcul pour démontrer que cette intégrale converge vers une valeur, hein, existe. On va calculer la valeur absolue de l'intégrale ou l'intégrale de la valeur absolue. Donc on va calculer la convergence en valeur absolue de l'intégrale. Donc somme de 0 à l'infini de valeur absolue du terme précédent fois dt est égal à somme de 0 à l'infini fois valeur absolue du terme réel fois valeur absolue du terme imaginaire dt. Le terme imaginaire, sa valeur absolue ou sa norme vaut 1. Donc s'élimine à ce niveau-là. Cette exponentielle est positive, donc on peut laisser tomber la valeur absolue. Et on calcule la primitive et on s'aperçoit que ça converge vers une valeur finie si et seulement si là le numérateur converge vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Et ça peut converger vers 0 lorsque t tend vers l'infini si et seulement si ρ plus a est positif. Conclusion, on doit avoir la convergence est assurée si ρ plus a est positif, donc pour ρ supérieur à ρ0 est égal à moins a. L'abscisse de convergence, c'est moins a dans ce cas-là. Donc vous avez une verticale dans le point complexe à moins a, et le domaine de convergence, c'est tout ce qu'il y a à droite de cette verticale. Ça existe, c'est l'information importante. Après, c'est tout, quoi. Il suffit de savoir que ça existe, et ce que je vous dis maintenant, c'est que ça existe pour tous les signaux qu'on va voir. Donc vous ne me refaites plus ce calcul à chaque fois. Bon, maintenant qu'on sait que ça existe, on peut le calculer. Enfin, voilà. On obtient ça. On suppose que lorsque t tend vers l'infini, le numérateur tend vers 0, et donc
on obtient 1 sur S plus A pour cette transfo de Laplace. Ça, c'est la transfo de Laplace d'un premier ordre. 1 sur S plus A. C'est quelque chose qu'il va falloir retenir. Comme la transfo de Laplace d'un échelon qui est un 1 sur S, comme la transfo de Laplace d'un Dirac qui est 1, ça fait partie des transfos de Laplace qu'il vaut mieux savoir par cœur. Parce que ça interviendra tellement souvent que si à chaque fois il faut regarder le tableau de transformé pour s'en souvenir, vous allez perdre énormément de temps. Voilà, donc en résumé, transfo de Laplace donc, de l'exponentielle décroissante est égal à 1 sur S plus A étant le coefficient, enfin la constante, c'est pas la constante de temps, hein, c'est le coefficient de décroissance, plus ce A est grand, plus rapide sera la décroissance. Et ça existe si seulement si, enfin pour un ρ, hein, pour un S tel que ρ est supérieur à moins 1. Transformé de Laplace, propriété principale. Linéarité. On travaille en linéaire ici. Hein. Donc la transfo de Laplace d'une combinaison linéaire de deux signaux temporels est égale à la combinaison linéaire des transfos de Laplace des signaux pris séparément. Donc on pourrait aussi écrire transfo de Laplace de A f de t plus B g de t est égal à A f de s plus B g de s. D'accord ? Quel que soit A et B appartenant à R. Bon, là, on l'a écrit sous cette forme. Alors, attention. Gros warning. Transfo de Laplace de petit f fois g n'est pas égal à la transfo à f de s fois g de s. Alors ça fait partie du top 10 des erreurs, top 5, des erreurs rencontrées en automne, hein, de supposer que transfo de Laplace de f de t fois g de t égale à f de s fois g de s. C'est pas vrai. C'est jamais vrai. On a un théorème du retard. Si vous faites la transfo de Laplace d'un signal retardé de taux, d'un temps taux, donc f de t moins taux, vous prenez le f de t normal, vous le retardez d'un temps taux, vous faites sa transfo de Laplace, ben, vous pouvez l'obtenir à partir de la transfo de Laplace du signal non retardé. Grand f de s, c'est la transfo de Laplace du signal non retardé. Il suffit de multiplier par un opérateur de retard. Cet opérateur de retard, c'est exponentiel de moins taux s. Ça aussi, c'est important. Quand vous avez un retard dans un système, vous avez un exponentiel moins quelque chose fois s, avec le quelque chose qui représente la valeur en secondes du retard qui apparaît quelque part. Si vous ne l'avez pas, si vous êtes trompé. Intégration. Transfo de Laplace d'un intégrateur est égal à donc de l'intégration d'une fonction. Donc vous prenez f, vous l'intégrez. Donc vous lui faites intégrale de 0 à t, f de taux des taux. Quand vous faites la transfo de Laplace de ça, vous pouvez l'obtenir avec la transfo de Laplace du signal non intégré, donc f de s. Il suffit de le diviser par s. Alors, ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'en fréquentiel, l'opérateur d'intégration, c'est 1 sur s. Donc c'est quand même vachement pratique. Enfin, je ne sais pas si vous voyez comme c'est pratique ça. Il suffit de multiplier par 1 sur s pour intégrer. C'est beaucoup plus simple que de faire l'intégrale en temporel. Donc là encore, un avantage de travailler en fréquentiel. Bon, pour la dérivée, c'est pareil. Hein. On a l'opérateur d'intégration. De la même manière, bon, si on inverse l'opérateur d'intégration, on obtient l'opérateur de dérivée. Ça aussi, c'est beaucoup plus pratique qu'en temporel. La transfo de Laplace de la dérivée d'une fonction, bah, il suffit de multiplier par s. Donc c'est s fois la transfo de Laplace du signal non dérivé. Donc s fois f de s. Alors attention, il faut considérer les conditions initiales, si elles existent, hein, si elles sont non nulles. Cette transfo de Laplace fait intervenir f de petit f de 0, qui est une valeur temporelle, qui est la valeur de la fonction à t égale 0. On va démontrer ça après.
La valeur finale, ça aussi c'est très important, enfin tout ça c'est important. C'est vraiment les propriétés de base qui vont permettre de construire tout le reste, hein, sur lesquels on va s'appuyer et qui vont avoir des répercussions directes sur la synthèse future des correcteurs. Et ces propriétés, vous allez les retrouver si l'année prochaine on fera, en tout cas en tronc commun, la commande numérique, on retrouvera exactement les mêmes choses, les mêmes notions. Alors le théorème de la valeur finale dit la chose suivante. La limite, lorsque le temps t tend vers l'infini de f de t, c'est-à-dire lorsqu'on attend suffisamment longtemps, vers quoi converge la sortie, hein, c'est ça la question qu'on se pose, et on peut répondre à cette question grâce à cette propriété-là, grâce à ce théorème-là. Donc la limite lorsque t tend vers l'infini de f de t, c'est égal à la limite lorsque s tend vers 0 de s f de s. Donc vous avez une relation temporelle fréquentielle là, donc côté gauche c'est temporel, côté droit c'est fréquentiel, vous avez une relation entre des valeurs finales, donc le comportement à l'équilibre, hein, en régime permanent, c'est-à-dire quand on attend assez longtemps, en temporel, et l'expression fréquentielle. C'est très utile parce que souvent, ça nous sert pour savoir vers quoi converge un système. Vous vous rappelez peut-être de l'exemple là du régulateur de vitesse. Vous aviez un transitoire là, et puis après ça convergeait vers une valeur. Cette valeur nous intéressait, parce qu'on a vu qu'il y avait une petite erreur entre ce qu'on voulait et ce qu'on avait. Et donc ce théorème-là permet de nous calculer ça directement. Grâce à la transfo de Laplace de la sortie de notre système, en appliquant limite lorsque s tend vers 0 de s f de s, on trouverait ce petit écart, sans être obligé de simuler temporellement la réponse, ce qui est beaucoup plus compliqué. Et dernière propriété, la propriété de convolution, transfo de Laplace du produit de convolution de deux fonctions temporelles. Alors attention, hein, là, ne pas confondre le produit de convolution avec le produit. Hein. Cette étoile-là, c'est pas fois. Hein. C'est pas le fois de l'informatique. Hein. C'est le produit de convolution. Et le produit de convolution, c'est intégral de moins l'infini à plus l'infini, f de taux, g de t moins taux. Vous faites varier une fonction dans un sens, vous faites varier l'autre fonction dans l'autre sens, et vous les multipliez. Ça donne le produit de convolution, ça. Et ça, c'est égal au produit des transfos de Laplace. C'est pour ça que c'est particulièrement traître, hein, ces histoires. C'est pour ça que l'erreur est souvent faite. C'est qu'en fait, transfo de Laplace d'un produit, effectivement, est égal au produit des transfos de Laplace, mais c'est le produit de convolution, et pas le produit classique. Transfo de Laplace inverse. Vous avez une formule pour calculer la transfo de Laplace inverse, qui est héritée directement de la transfo de Fourier inverse, mais on ne l'utilise jamais. C'est égal à 1 sur 2 pi j intégrale sur un contour fermé du plan de Laplace de f de s exponentielle de st ds. On n'utilise jamais ça parce que c'est toujours plus long que les autres techniques. Et les autres techniques, c'est quoi? Vous voulez passer d'une transfo de Laplace, donc d'une fraction polynomiale en S, à une fonction temporelle. Vous utilisez pour ça les tableaux de transformés. Et on peut toujours s'arranger pour découper une fraction polynomiale, quel que soit son ordre, en petits morceaux du premier ou du deuxième ordre. Et ces petits morceaux-là, c'est la décomposition en éléments simples. Vous avez dû voir ça, j'espère, en maths. Et donc ces petits éléments-là, vous connaissez leur transfo de Laplace inverse. Il suffit d'appliquer la propriété de linéarité pour indépendamment remonter pour tous ces petits morceaux à la transfo de Laplace inverse. Et donc vous avez, in fine, la fonction temporelle, combinaison linéaire de toutes ces transfos de Laplace inverse, des petits morceaux. C'est comme ça qu'on fait, et c'est beaucoup plus rapide. C'est comme ça que vous allez faire aussi en TD. N'utilisez pas la formule générale. Bon, les intérêts de la transfo de Laplace, j'en ai déjà parlé. Je ne vais pas revenir dessus. Donc vous avez l'opérateur de dérivation qui est S, l'opérateur d'intégration qui est 1 sur S. En gros.
Maintenant, on va appliquer cette modélisation à notre machine à courant continu qu'on va retrouver, qui va être le fil rouge de ce cours. Et on va donc appliquer la transfo de Laplace à notre équation différentielle. Voilà l'équation différentielle qu'on avait établie qui régit le comportement électromécanique de notre système. On va appliquer à cette équation-là la transfo de Laplace, c'est-à-dire qu'on va faire la transfo de Laplace du premier membre égale la transfo de Laplace du second membre. C'est facile si on considère les conditions initiales nulles. Transfo de Laplace, alors on va appliquer évidemment le principe de linéarité. Transfo de Laplace de ce premier membre, c'est la combinaison linéaire des transfos de Laplace de chacun des termes là, de ce second membre. Donc c'est transfo de Laplace de ça, donc le petit oméga de t se transforme en grand oméga de s, plus ce coef là, on retrouve là, fois la transfo de Laplace de la dérivée de oméga par rapport à t. Je vous rappelle, l'opérateur de dérivée c'est s, facile, il suffit de multiplier par s et de transformer ça en grand oméga de s, plus ce coef là qui est constant, fois la transfo de Laplace de la dérivée seconde d'oméga par rapport à t, double opérateur de dérivée, s carré, fois, toujours, transfo de Laplace de petit oméga de t qui donne grand oméga de s, égale transfo de Laplace du second membre. Transfo de Laplace du second membre, c'est égal au coefficient fois la transfo de Laplace de u de t. Transfo de Laplace de u de t se nomme grand u de s. Et voilà, fini. Simple? Non? C'est pas convaincu. Bon, on verra ça. Alors, donc on regroupe tout ça, et vous voyez qu'on obtient, alors on peut factoriser du coup, hein, c'est ça qui est pratique, hein. Vu qu'on n'a plus que des oméga de s, on peut tout factoriser maintenant. Alors qu'avant, quand on avait des dérivés, là, on ne pouvait rien factoriser. Donc on a oméga de s qu'on factorise d'un côté, et on a les différents, le polynôme là qui apparaît, le polynôme en s là, 1 plus ce coef fois s plus ce coef fois s carré, et de l'autre côté, bon bah c'est facile, il n'y avait que ça, hein, donc on le laisse. Et puis maintenant, on peut exprimer le rapport sortie sur entrée, mais en fréquentiel. C'est-à-dire oméga de s sur u de s est égal à ce coef sur ça. Et ça, c'est ce qui nous donnera la fonction transfert. Fonction transfert, définition. Sur un système linéaire invariant sans retard d'entrée u de t, de sortie y de t. On rappelle l'expression générale d'une équation différentielle qui régit le fonctionnement de n'importe quel système linéaire invariant sans retard. Voilà, tous les systèmes qu'on va étudier dans ce cours vont pouvoir se mettre sous cette forme. Et maintenant, on va essayer de déterminer, dans le cas général, l'expression de la fonction transfert, c'est-à-dire le rapport de la transfo de Laplace de la sortie sur la transfo de Laplace de l'entrée, pour n'importe quel système, dans le cas général. On va faire comme avec le moteur à courant continu, on va faire la transfo de Laplace du premier membre égale transfo de Laplace du second membre. Transfo de Laplace du premier membre, cette somme là qu'il y avait avant là, elle se transforme en ça. Je ne savais pas que c'était marrant les transfos de Laplace. Hein. Est-ce que vous pouvez nous faire partager votre hilarité? Parce que ça m'intéresse. Non? C'est pas drôle. C'est autre chose. Ah là là. Bon, je comprends que ça soit un peu pénible. Hein. Je demande un minimum de maturité quand même. On n'est plus à l'école maternelle. Alors, somme. Je passe de la. Donc là, entre ces deux slides, là, je passe de la loi temporelle à la loi fréquentielle. Et entre les deux, j'ai fait la transfo de Laplace du premier membre et du second membre. Et vous voyez que ce que j'ai fait, j'ai transformé les dérivés nm là en puissance, enfin les dérivés im et jm, non im, il n'y a que i là, en puissance de s. Hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Et ensuite, j'écris que G de S, c'est le rapport sortie sur entrée. Donc Y de S est égal à G de S fois l'entrée.
et ça me définit ma fonction transfert. Hein, ce G de S, c'est la fonction transfert. Bon, voilà le cas général de chez Général. On peut résumer là par cette phrase. Donc, sur un système linéaire invariant sans retard d'entrée U de t et de sortie Y de t, on appelle fonction de transfert ft, souvent abrégé par ft, du système la fraction rationnelle G de S est égale à Y de S sur U de S. On appelle ça aussi transmittance parfois. Alors, dans le cas des systèmes linéaires invariants sans retard, la fonction transfert prend la forme d'une fraction rationnelle qu'on note aussi parfois en séparant le numérateur du dénominateur, en appelant le numérateur grand N de S, le dénominateur grand D de S, et ils sont égaux à des polynômes en S. Hein, donc somme, pour le numérateur, somme de i égale 0 jusqu'à m des bi s à la puissance i, et somme de i est égale à c, c'est la classe du système, jusqu'à n des AIS à la puissance i pour le dénominateur. Définition. On appelle les zéros de la fonction transfert les racines du numérateur, c'est-à-dire les valeurs de S qui annulent le numérateur. Donc les racines d'un polynôme, du polynôme du numérateur. On appelle pôles, il y en a n, c'est les racines du dénominateur. Donc c'est les valeurs de S qui annulent le dénominateur. Ces zéros et ces pôles ne sont pas forcément réels. Ils peuvent être complexes. Donc ils appartiennent à C. Ces zéros et ces pôles vont nous permettre de décrire fréquentiellement, en faisant la carte des pôles et des zéros d'un système, vont nous permettre de décrire très pratiquement, très intuitivement et de manière assez pertinente la caractéristique d'un système. On va cartographier ce plan complexe, on va faire une carte des pôles et des zéros, et on saura si le pôle est là, ça réagit comme ça, si le pôle est là, ou si les pôles complexes conjugués sont là, ça réagit comme ça fait un dépassement, s'ils sont là, c'est plus rapide que s'ils sont là, s'il est là, c'est un intégrateur, etc. Donc on saura, en fonction de la zone dans le plan complexe des pôles et des zéros, comment réagit temporellement le système. C'est pour ça qu'ils sont importants. Dans le cas des systèmes linéaires invariants sans retard, la fonction transfert prend la forme d'une fraction rationnelle. Voilà. C'est la même chose que là, mais sauf qu'on l'a déroulée. Et on appelle aussi B0 sur AC le gain statique. Alors si on applique le théorème du retard, le théorème de la valeur finale qu'on a vu quelques slides auparavant, si on l'applique à n'importe quelle fonction de transfert G de S, on a vu que, limite lorsque t tend vers l'infini de petit g de t est égal à limite lorsque s tend vers 0 de s g de s. Alors si vous mettez en entrée un échelon, transfo de la place d'un échelon est égal à 1 sur s. Donc pour avoir la sortie, la transfo de la place de la sortie d'un système qui a en entrée un échelon, il faut multiplier par 1 sur S. Donc G de S fois 1 sur S, c'est la transfo de la place de la sortie pour laquelle on a mis un échelon. En appliquant le théorème de la valeur finale, il faut multiplier par ce S. Ce S va se simplifier avec le 1 sur S de l'échelon. Donc, on peut dire que la valeur finale d'un système qui est soumis à un échelon en entrée s'obtient en faisant S est égal à 0. Et ça, c'est remarquable. Ça, c'est à retenir. Quand on fait S est égal à 0, dans une fraction rationnelle, qui est la fonction transfert d'un système, on obtient la valeur finale qu'on a lorsqu'on met un échelon unitaire en entrée. Et c'est égal à B0 sur AC. C'est égal à la fraction, à la division des coefficients de plus bas degré. Ça s'appelle aussi le gain statique. Dans le cas des systèmes linéaires invariants sans retard, la fonction transfert prend la forme aussi
suivante, ça c'est une forme alternative, donc tout ça c'est équivalent, hein, ça, sauf que là on a factorisé, on a exprimé clairement la valeur des zéros et la valeur des pôles. On a autant de zéros, autant de parenthèses au numérateur de produits qu'il y a de zéros, avec ZI les M0, et au dénominateur on a explicité les PI pôles. On fait souvent ça, hein. Souvent on factorise comme ça, on fait apparaître les zéros et les pôles, parce que c'est beaucoup plus intéressant au niveau connaissance du système. Si on a juste le polynôme d'ordre 10, juste en regardant les coefficients de ce polynôme, on ne peut pas savoir comment marche le système, quelle est sa réponse. Si on factorise, si on fait clairement apparaître les 10 pôles du système, on sait exactement si le système est stable, s'il est rapide ou pas, s'il va osciller, enfin on sait tout pratiquement. C'est pour ça qu'on met in fine pratiquement toujours sous cette forme-là, avec BM sur AN appelé coefficient de gain. Bon, on va appliquer ça maintenant à notre fil rouge, moteur à courant continu. Je vous rappelle ce qu'on avait obtenu, hein. Lorsqu'on avait fait la transfo de Laplace du premier et du second membre, on avait obtenu ça. Donc G2S, c'est la sortie sur l'entrée, c'est égal à ça sur ça, et on a simplifié par le dénominateur. Alors, ça c'est la fonction transfert de notre moteur, hein, avec le numérateur qui cette fois qui n'est pas un polynôme en S, qui est simplement un scalaire dans ce cas-là, hein, donc il n'y a pas de 0, m petit m est égal à 0, le dénominateur qui est égal à ça, hein, qui est un ordre 2, donc vous avez deux pôles. Vous aurez deux pôles. Pas de 0, deux pôles. Alors on démontre. Alors, dans le cours, on vous dit où on démontre ça. Il y a des références dans le poly, si vous voulez en savoir plus. On démontre qu'en moyennant une petite approximation, on peut écrire la fonction transfert d'un moteur à courant continu sous cette forme-là, en faisant apparaître ce qu'on appelle les constantes de temps. Donc ça, c'est les deux pôles, hein, du dénominateur, 1 sur taux EL pour constante de temps électrique, et là c'est 1 sur taux EM pour mécanique, hein, ou électromécanique, qui sont deux pôles, les deux pôles de la machine à courant continu, qui reflètent en fait la constante de temps, d'une part d'établissement du courant dans le bobinage, et d'autre part d'accélération du rotor. Donc, vous avez une constante de temps rapide pour l'établissement du courant et lente pour la mise en route du rotor. Entre les deux, vous avez au moins un rapport 10, enfin pour les moteurs moyens, hein, vous avez au moins un ordre de grandeur entre les deux constantes de temps. Avec voilà, ces valeurs-là qui sont reliées aux paramètres de la machine par ces équations-là. Bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? J'avais prévu des compléments. Alors, dans ce cours, il y aura des compléments. Il faut bien qu'il y ait un bonus à ceux qui viennent, hein. Donc, ceux qui viennent auront droit à des compléments de cours. Bon, qui pourront passer à ceux qui ne viennent pas, évidemment. Mais, en plus, vous aurez l'explication qui va avec. Alors, là, il faut juste que je regarde qu'est-ce que j'ai prévu. Est-ce que ça marche au niveau de timing ? Ouais. Alors les compléments que j'ai prévus. Oui. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Bon, comment zoomer ce truc ? Je
Je me rappelle plus comment zoomer. Ah oui, CTRL+, je crois. Affichage, zoom. Ah non, c'est... C'est lisible là, comme ça, ouais. Bon, à la limite, je le mets comme ça, quoi. Vous arrivez à lire au fond, là? Ouais, ok, je le laisse comme ça. Là. Je peux peut-être le zoomer un tout petit peu. Voilà, comme ça. Premier complément concerne les démonstrations. Alors pour un peu s'exercer là sur la transfo de Laplace, on va démontrer quelques propriétés. Alors la première propriété qu'on va démontrer, c'est le théorème du retard. Alors c'est pas démontré dans le poly ni dans les transparents, hein, c'est relativement simple à démontrer, donc, mais ici je vous le détaille. Transfo de Laplace d'une fonction temporelle retardée d'un temps tau. Par définition, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de ce f de t moins tau exponentielle de moins st dt. Grâce à la propriété de causalité, on peut dire que c'est aussi l'intégrale de tau à plus l'infini de f de t moins tau exponentielle de moins st dt. Pourquoi ? Parce que cette fonction-là est nulle, hein, f de t hein, est nulle, quel que soit t strictement inférieur à 0. Donc on peut très bien commencer à intégrer ce t à partir de tau. Après, on peut changer la variable. On peut définir un t' qui est égal à ce t moins tau. Dans ce cas-là, cette intégrale se transforme en intégrale de 0 à plus l'infini de f de t' exponentielle de moins s t' plus tau dt'. Ici, dans cette intégrale-là, il y a quelque chose qui ne dépend pas de t'. C'est exponentielle de moins s, exponentielle de s tau. De moins s tau, c'est un plus là. Là, c'est un plus. Hein. Ça ne se voit pas tellement bien là, mais c'est un plus. Voilà, donc on le sort. On a donc exponentielle de moins s tau en produit de l'intégrale de 0 à la plus l'infini de f t' exponentielle de moins st' dt'. Et donc ça, c'est la définition de la transfo de Laplace de f de t'. Et donc on démontre la première propriété qui dit que l'opérateur de retard, c'est exponentielle de moins s tau avec tau, le retard. Voilà. C'est relativement simple. Donc, je vais vous laisser recopier ça. Ok, alors on va passer à la suite. Deuxième propriété importante, la dérivation. Et on va voir une extension de cette propriété qui n'est pas dans le cours, mais qui est intéressante. La transfo de Laplace d'une dérivée. Alors, je vais un peu remonter peut-être pour ceux qui n'ont pas noté le reste. Transfo de Laplace d'une dérivée, c'est égal à, donc, d'après la définition, somme de 0 à l'infini exponentielle de moins st fois la dérivée de f de t dt. Et on va utiliser l'intégration par partie pour s'en sortir. Petit rappel sur l'intégration par partie. J'espère que c'est pas trop nécessaire. Donc on peut partir du principe que l'intégrale de entre a et b d'une fonction uv dérivée par rapport à x, u et v c'est des fonctions de x, hein,
est égal à donc la primitive UV prise entre A et B. Et ça, c'est aussi égal à, si vous calculez la dérivée, puis ensuite l'intégrale des deux termes de la dérivée, somme de A à B U'V plus somme de A à B UV'. Si vous réagencez les choses et que vous extrayez de ça intégrale de A à B U'V, c'est égal à la primitive UV prise entre A et B moins intégrale entre A et B de V'U. Voilà, petit rappel pour l'intégrale par partie, l'intégration par partie. On applique ça ici, on fait U' est égal à la dérivée de f de x, v est égal à exponentielle de moins st, et donc la transpose de Laplace de la dérivée, c'est égal à exponentielle de moins st ft pris entre 0 et plus l'infini, moins somme de 0 à l'infini, donc de V'U, V', la dérivée de V, c'est moins S exponentielle de moins ST. U, c'est la primitive de U', donc c'est F de T. Et là, on sait calculer. Alors qu'avant, on ne savait pas calculer. Là, maintenant, ce terme-là, on sait le calculer sans problème. On peut sortir le S, là, parce qu'il ne dépend pas de T. Donc, on va se retrouver avec S intégrale de 0 à la plus l'infini exponentielle de moins ST F de T, qui est la définition de la transpose de Laplace de F. Donc, on voit apparaître l'opérateur de dérivée, le petit s, fois la fonction transfert, fois la transpose de Laplace de la fonction initiale, non dérivée. Est égal, ça c'est égal, bon le plus l'infini là il tend vers 0, donc il est nul, on l'annule, et quand ça c'est pris, enfin pour t égale 0, ça vaut 1, et ça vaut f de 0, et il ne faut pas oublier le moins, donc c'est moins f de 0 plus ce qui reste là. Et donc on obtient ce qu'il fallait démontrer, s fois f de s moins f de 0. Alors on peut généraliser ça dans le cas où on tient compte des conditions initiales. Dans le cas où ces conditions initiales là sont non nulles, on peut le généraliser à la dérivée énième, sans problème. Pour ça, il suffit de réappliquer cette propriété autant de fois qu'il y a de dérivées. Et puis on voit très rapidement apparaître une suite logique, et donc on peut généraliser sans grande difficulté à la dérivée énième. On va faire ça une fois ou deux fois, et puis ensuite déduire la dérivée énième. Alors, la dérivée énième, on va commencer d'abord par la dérivée seconde. Transpose de Laplace de la dérivée seconde, c'est S fois la transpose de Laplace de la dérivée première moins la dérivée première prise à t égale 0. D'accord ? Et la transpose de Laplace de la dérivée première, c'est ça. Donc vous remplacez ça par ça, vous voyez apparaître le s carré f de s, moins le s f de 0, moins le f' de 0, ou f point de 0. Vous pouvez faire ensuite pour la dérivée troisième, réinjecter à chaque fois les résultats précédents et obtenir une nouvelle forme. Alors ce qui est le scoop, c'est pas vraiment que quand on dérive n fois, on multiplie par s à la puissance n, on le savait déjà vu que s est l'opérateur de dérivée, mais c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de voir comment évoluent les conditions initiales, comment s'expriment les conditions initiales quand on fait la dérivée énième. Donc en généralisant, la transpose de Laplace de la dérivée énième, c'est s à la puissance n fois la transpose de Laplace de la fonction initiale, moins ce terme-là qui est la généralisation des conditions initiales. Donc ça c'est un appendice à la propriété de dérivation, qui n'est pas dans le cours. Petite remarque, donc dans le cours, dans les slides, dans ce cours aussi, on vous a dit que l'opérateur d'intégrale c'est 1 sur S. Donc ici on va
on peut le retrouver assez facilement en utilisant enfin, on peut démontrer l'opérateur d'intégrale en utilisant la propriété de dérivation. Il suffit d'écrire, donc si g de t c'est l'intégrale de f de t, hein, donc ça a cette définition, hein. La dérivée de g de t c'est donc égal à f de t, d'où en utilisant la propriété de dérivation, si on fait la transpose de Laplace de cette équation, on obtient f de s pour le second membre est égal à s g de s moins g de 0. Or, il se trouve que lorsqu'on fait l'intégrale, g de 0, c'est intégrale de 0 à 0 de f de x dx. Donc ça, c'est nul, quoi qu'il arrive. Donc le g de 0 est nul. Et donc, g de s est égal à f de s sur s. Donc on peut le démontrer assez facilement avec le théorème de la dérivée. S est donc un opérateur de dérivation, 1 sur S est l'opérateur d'intégration. On va finalement, dernière propriété qu'on va démontrer, c'est le produit de convolution. C'est-à-dire la transpose de Laplace d'un produit de convolution est égal au produit des transposes de Laplace. Bon là, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais à peine. Définition. Produit de convolution, c'est donc somme de moins l'infini à plus l'infini de f de taux, g de t moins taux des taux. Or, f de t est causal, donc f de t est nul, quel que soit t strictement inférieur à 0. Donc on peut se contenter d'intégrer le produit de convolution de 0 à plus l'infini pour les signaux causaux. Voilà, ça se transforme comme ça. Ensuite, on peut permuter le sens des intégrales. On suppose que les conditions sont remplies pour qu'on ait le droit de le faire. On va d'abord intégrer, donc au lieu d'intégrer des taux d'abord et ensuite des t, on va d'abord intégrer des t et ensuite des taux. Et on obtient donc ça, somme de 0 à l'infini, f de taux, g de t moins taux, exponentielle de moins st, dt, des taux. F de taux ne dépend pas de t, donc on peut le mettre en facteur. On obtient somme de 0 à l'infini, f de taux en facteur, fois somme de 0 à plus l'infini, g de t moins taux, exponentielle de moins st, dt, des taux. Là, on reconnaît le théorème du retard, qu'on vient juste de démontrer. On a la définition de la transpose de Laplace du signal G retardé de taux. On sait qu'il suffit de multiplier par l'opérateur de retard, exponentielle de moins taux S, fois G de S. Et on a fini, pratiquement. Théorème du retard, hein, donc ça, pas besoin de le calculer, c'est exponentielle de moins taux S fois G de S, d'après le théorème du retard. Ensuite, le G de S, vous pouvez le mettre en facteur et vous obtenez, parce qu'il ne dépend pas de taux, hein, pour la deuxième intégration, vous le mettez en facteur, vous obtenez intégrale de 0 à plus l'infini, f de taux, exponentielle de moins taux S fois des taux. Définition de la transpose de Laplace de f. Et donc, vous retrouvez f de S fois G de S. Voilà, hein, donc vous mettez le G là que vous venez de trouver en facteur parce qu'il ne dépend pas de taux. Ça, c'est la définition de la transpose de Laplace de f et vous obtenez donc f de S fois G de S. Voilà, donc la prochaine fois, on verra
la correspondance entre la transfo de Laplace et la représentation d'état. Et je vous ferai un complément de cours sur un exemple ultra simple qui vous montrera cette correspondance-là. On appliquera toutes les propriétés que je vais vous montrer. Question dans ce que vous avez fait sur les dérivés. Ouais. Et en vrai, il y a un truc que je comprends pas quand vous passez pour transformer de la place de f de 0 juste un peu au-dessus. Avant le cas général. Là, ici? Non, un peu plus bas, intégration non, ouais, dérivée seconde, c'était. La dérivée seconde? Ouais, dérivée seconde. Ok. C'est là, pourquoi là, là je réinjecte le résultat précédent. Transfo de Laplace de la dérivée, on venait de le faire, quoi. Tu vois, c'est là. Ouais, mais non, mais c'est en dessous, f de 0, vous passez à s de f de 0. Parce qu'il y a s là. Et la transformée de Laplace, donc de f de 0. Parce que je suis bien d'accord, c'est linéaire, mais après... Il y a eu un bug là, il y a eu un truc qui s'est mélangé. Je pense qu'il y a une accolade là qui... Ouais, l'accolade, elle n'est pas au bon endroit. C'est ça l'erreur. F de 0 n'est pas dans le transfo. En fait, non, là, il faut une accolade, là. Okay. Ouais. Et là, il y a une parenthèse. En fait, ça, c'est l'accolade. C'est le crochet fermé. Et là, il manque une accolade. D'accord, ok. Ouais, donc la suite, c'est juste. Quoi, oui, mais merci de le préciser. Ouais, comme ça, je vais corriger. Voilà.